Donc, on va démarrer sans plus d'attente. Je m'appelle Pierre Bouquet, donc je suis dans la service de des majeurs, dans la mouvance cathédrale depuis 7 ans et enseignant à mi-temps. Je vais vous proposer, donc, on va peut-être faire les 4 interventions à la suite pour laisser du temps aux échanges et essayer de voir ce que nous enseignent et ce que nous apprennent vos différentes interventions. Donc, je vais vous proposer peut-être dans l'ordre, si ça vous va, c'est un ordre un peu arbitraire, mais par rapport à vos textes, il y a peut-être une cohérence. Vous me direz. Je te propose, Dagmar, de commencer. Hein, et après, je vais peut-être proposer à Stéphie, puis Marina. Est-ce que ça vous convient? Oui, parfait. Et nous finirons avec Jean-Philippe dans la salle. J'espère que ce sera une cohérence suffisante. Bon, du coup, Dagmar, bah, écoute, je te propose de nous proposer le cadre du droit allemand. D'accord. Merci Pierre et bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Dagmar Brosay et je viens de Cologne et je vais aujourd'hui intervenir en français. Alors, j'espère que vous me comprenez. La question était le droit garant de l'autonomie de droit. C'est une, bien sûr, très bonne question. À mon avis, ce serait possible si les lois étaient respectées et pour ça, c'est nécessaire d'avoir la connaissance de la loi, en particulier du côté des personnes concernées et aussi de son entourage pour avoir accès du droit et de conseils aussi. Et c'est aussi nécessaire de créer des mécanismes de contrôle efficaces. En Allemagne, on a eu des réformes de loi ces derniers années. Les questions relatives à l'autonomie de vie, au choix et à l'inclusion dans la société ont été au cœur des réformes législatives au niveau fédéral. Et on a eu une réforme concernant le droit social et l'autre réforme était concernant le droit civil. Je vais vous présenter très peu les deux réformes de loi. Premièrement, je vais commencer avec la loi fédérale relative à la participation à la vie, Bundesteilhabegesetz en allemand. Cette loi du 2016, comprenant de nombreuses modifications juridiques, doit permettre aux personnes en situation de handicap une participation entière et effective dans le but de mener une vie autodéterminée. Cette loi a permis de 2020 de réformer dans sa globalité l'aide à l'insertion des personnes en situation de handicap majeur. Elle vise à rendre possible une vie individuelle et à promouvoir la participation à la vie en société de manière complète, effective et égalitaire. Les possibilités de mode de vie correspondant aux souhaits personnels en seront renforcées. L'accompagnement nécessaire résultant d'un handicap par l'aide à l'insertion ne s'orienta plus vers une forme d'habitation particulière, mais aura une approche globale tournée vers les besoins individuels. Ces besoins doivent être déterminés avec les personnes concernées. La prise en compte des besoins individuels soulignés par cette loi s'applique également aux personnes vivant dans des institutions spécialisées à l'aide. Sorry, I heard English now. Continue, Dagmar. Ok, je vais continuer. So I hope everything is fine. If you can hear me, Dagmar, you have to switch to the French channel. Switch to your French channel. Maybe you got on the English channel by mistake. I didn't do anything. So well, what happened to my interpreter? I don't lost know. my interpreter. Someone please send me the link again. Sorry. Yes. Désolé de vous déranger. Merci de m'envoyer le lien. Non, le lien a sauté pour qu'on puisse interpréter. Non, pas de souci, parce que moi, il y a
pas quelque chose pour interprétation maintenant sur mon écran. Alors, je vais Oui, continuer. voilà. Mais donc, merci de nous le renvoyer pour ceux qui sont à distance. Wayne, Martin et D'accord, compagnie. d'accord. Alors, je vais continuer. Pardon. Alors, la prise en compte des besoins individuels soulignés par cette loi s'applique également aux personnes vivantes dans des institutions spécialisées à l'aide à l'insertion des personnes en situation de handicap, dans le sens où ces personnes seront considérées juridiquement de la même manière que les personnes en situation de handicap vivant dans leur propre logement. Le monde parallèle des institutions spécialisées dans lesquelles vivent principalement des personnes concernées par un handicap intellectuel doivent disparaître à terme et la désinstitutionnalisation déjà commencée doit être poursuivie. De cette manière, les régions participent à la prise en place des nouvelles formes d'habitation collective comme les communautés d'habitation soins, les modèles de quartiers accessibles aux personnes à mobilité réduite et encore des projets d'habitation pour personnes en situation de handicap et sans handicap et stratégies d'aménagement des quartiers. Voilà. Dans l'ensemble, on peut considérer que la proportion des personnes majeures concernées par les aides sociales de l'État comprenant un accompagnement ambulatoire s'élève dans toute l'Allemagne à 48% et atteint jusqu'à 70% dans certaines régions. Presque la moitié des adultes recevant des aides au logement reçoit un accompagnement ambulatoire, mais ce qui signifie à contrario que la moitié des personnes concernées habitent encore dans les institutions spécialisées. Et c'est pourquoi, bien sûr, les associations représentant les intérêts des personnes handicapées dénonçaient à juste titre l'existence de nombreuses barrières dans l'application des mesures relatives à l'autonomie de vie, au choix et à l'inclusion dans la société. Prenons cet exemple lorsque la prise en charge de la vie d'une personne en situation de handicap dans une institution spécialisée revient moins cher que la prise en charge de cette même personne dans son propre logement par une aide à domicile. La personne concernée peut faire valoir son droit au libre choix et son lieu et de sa forme d'habitation établie par la Convention de l'UNO. Seulement si on démontre que la vie dans une institution spécialisée n'est pas réalisable dans son cas. Un autre obstacle déterminant à l'application du libre choix du lieu et de la forme du logement constitue la manque considérable de lieux de vie adaptés aux personnes à mobilité réduite et à des coûts raisonnables. Moi-même, j'ai un peu l'impression que certaines structures déjà existantes changent les noms sans que cela aille de pair avec des réels changements dans la structure du logement. Dans ce domaine, il y a encore beaucoup de choses à faire pour permettre une réelle participation à la vie en société et le respect du libre choix des personnes concernées. Alors, c'était le droit social et je vais aussi parler de réforme de droit civil. Alors, c'est la mesure de l'accompagnement juridique. Il faut dire que en Allemagne, on a aboli la tutelle avant presque 30 ans et voilà.
Et dans le cadre de questions relatives à l'autonomie de vie, de choix et de l'inclusion en société, j'aimerais évoquer brièvement la réforme concernant le droit de l'accompagnement juridique en Allemagne. Le droit actuel de l'accompagnement juridique, le Betreuungsrecht en allemand, est en vigueur avec quelques modifications depuis presque 30 ans. Et la réforme rentrera en vigueur en 1er janvier 2023. Cette loi a surtout pour but de renforcer le droit à l'autodétermination, au libre choix des personnes qui ont besoin de soutien juridique. Pour ce faire, l'accompagnement juridique doit être évité au profit d'autres aides. Différentes mesures visant à l'application effective du principe de nécessité avant la mise en place d'une mesure d'accompagnement juridique par une juge, surtout en rapport avec le droit social, sont prévues. Dans la nouvelle loi d'organisation d'une mesure d'accompagnement juridique, un instrument permettant un accompagnement approfondi a été introduit pour réduire la mesure. Dagmar, Oui, pardonne-moi, c'est Pierre. Est-ce que, je suis désolé, je vais être le gardien du temps, tu peux conclure en 1 minute oui, bien sur le sûr. droit civil, mais nous dire les 2 idées essentielles parce que ce sujet-là est passionnant dans ton intervention, mais on est obligé de conclure. Oui, bien sûr. Alors, Merci. les normes juridiques centrales de droit de l'accompagnement juridique euh, et les tâches, les devoirs de l'accompagnateur ont être misés plus en place concernant l'article 12 de la Convention. Et à ce titre, il va être rappelé explicitement que la mesure accompagnement juridique tout d'abord permettre un accompagnement de la personne concernée et bien sûr, la personne dans notre système reste capable juridiquement. Beaucoup de paragraphes dans la loi ont été concrétisés et voilà. Et la réforme de loi dans sa globalité sur la bonne voie a été portée largement et fondue d'un point de vue académique et de base sur 2 grands projets de recherche. Et il y avait une très grande discussion, une très longue processus et a aussi involvé les personnes concernées. Et je suis optimiste que le droit garantira de l'autonomie de vie mieux. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Dagmar, et désolé de t'avoir pressé. Et j'avais oublié de te présenter, un peu pris par les problèmes techniques. Donc, Dagmar, tu es professeur de droit à Cologne. Et nous sommes déjà, tu es dans la mouvance Cap Droit depuis des années. Et nous nous rencontrons régulièrement. Merci. Merci beaucoup, Dagmar, mais reste avec nous parce qu'il peut y avoir des échanges absolument passionnants. Je voulais proposer donc à Stéphie Lhomme. Stéphie, vous êtes donc doctorante en droit privé. Oui. Vous êtes au centre droit, éthique et procédure de Douai. Et une ville où une cour d'appel a émis beaucoup de jurisprudence passionnante autour des droits fondamentaux et de la vie privée, et avec un regretté magistrat qui a quitté Douai il y a quelques années. Stéphie, nous vous écoutons donc intervenir autour toujours de cette tension droit et autonomie. Oui, merci. Donc, je suis doctorante en droit, mais aussi, pour expliquer aussi un peu le contenu de ma contribution, je suis aussi responsable coordinatrice d'un habitat inclusif dans les Hauts-de-France. Donc, c'est pour ça que j'en fais aussi référence. Donc, c'est vrai que j'ai commencé ma contribution en disant que divers concepts ont émergé depuis ces dernières années
concernant les personnes, on va dire, vulnérables. Parmi ces concepts, on a les notions d'accompagnement qui est de plus en plus présent. On a le concept de l'autonomie, mais surtout, on voit apparaître quand même le concept d'autodétermination, notamment qui a été repris dans le monde médico-social. Ces concepts sont vraiment révélateurs de l'évolution des politiques publiques, mais pour l'autodétermination, en tout cas, me paraît difficilement atteignable. Notamment au regard de la définition par des auteurs américains de l'autodétermination. Les auteurs américains le définissent comme la capacité d'agir, de gouverner sa vie, de choisir, de décider sans influence, est capable de mesurer les risques, de les anticiper et de répondre à ses actes. Donc voilà, pour moi, c'est difficilement atteignable parce que déjà pour moi, je peux parler de moi, ce concept d'autodétermination est à mon avis difficilement atteignable. Donc, ce concept est ambitieux, mais quand on regarde ce qui se passe dans les établissements ou dans les familles, il peut être mis en cause. Bien sûr, la loi de 2007 a rappelé que la protection des majeurs était un devoir de famille et de la collectivité publique. Pourtant, protéger, c'est bien respecter le principe de la dignité et de la liberté des personnes vulnérables. Or, dans les institutions ou même parfois dans les familles, on peut voir des atteintes. Dans les établissements, ces atteintes sont par rapport aux normes institutionnelles qui peuvent être contraignantes. Et dans les familles, ça peut être les règles qui y sont imposées. Donc, les atteintes à la liberté et à l'intimité sont différentes. Donc, dans les établissements, ce sont vraiment des normes bureaucratiques qui peuvent enfermer les personnes dans un fonctionnement unique, avec peu d'adaptation, voire même parfois un fonctionnement autoritaire, avec des règles à respecter. Dans la famille, c'est pareil, le législateur n'est pas intervenu là-dessus. Aujourd'hui, aucune norme n'est écrite en ce qui concerne la famille et la protection d'une personne vulnérable. Au prétexte de défendre la vie privée, de préserver les intimes, des indiscrétions, des intrusions, ou voire même des ingérences, peuvent être commises et portent atteinte au développement ou au maintien de l'autonomie. Donc en France, le législateur a quand même voulu protéger les personnes vulnérables et différentes lois ont pu être relevées, notamment la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation sociale et la citoyenneté des personnes, où effectivement on retrouve la notion d'inclusion qui n'est absolument pas définie, ou la loi de 2007 avec la réforme de la protection juridique des majeurs pour favoriser encore plus l'autonomie des personnes. Et puis, il y a eu les lois plus récentes, notamment sur l'habilitation familiale, qui viennent veiller au maximum à protéger les personnes vulnérables. Pourtant, des pratiques et des contraintes peuvent porter encore aujourd'hui atteinte à l'autonomie, au détriment de l'autonomie des personnes vulnérables. La qualité de l'accompagnement peut être une réponse la plus fiable pour le développement ou le maintien à l'autonomie. Le choix du lieu de vie aussi est devenu essentiel. Un grand nombre aujourd'hui de personnes en perte d'autonomie souhaiteraient rester à leur domicile, mais se retrouvent souvent dans des établissements parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnel formé pour le domicile. Ce sont aussi des métiers qui sont très dévalorisés. Et puis, il y a aussi le fait que la famille est de plus en plus éloignée, voire même une absence de famille. Donc, c'est vraiment autant de facteurs qui font que les personnes se retrouvent parfois, donc je ne dis pas, ce n'est pas une généralité, mais à subir les contraintes de l'établissement, avec le manque de temps des personnels qui conduisent beaucoup plus les professionnels à se conduire en experts plus qu'en partenaires. Pour ceux qui ont la chance de rester dans la famille, c'est parfois l'émotionnel qui peut l'emporter et il peut y avoir vraiment un défaut de participation sociale dans un cercle trop limité, donc le cercle familial, et surtout quand le cercle familial n'accepte pas que la famille n'a pas accepté d'avoir un enfant en situation de handicap. Donc là encore, l'autonomie est souvent très restrictive. Donc, j'ai, dans ma contribution, considéré que la posture d'accompagnement, on en a déjà parlé hier dans quelques ateliers, mais la posture d'accompagnement, pour moi, semble être importante pour autonomiser les personnes. Je l'ai entendu hier, l'autonomie de vie n'existe pas par principe, mais s'inscrit par rapport à un environnement. Cette autonomie de vie se construit. Il faut une relation de partenariat où chacun apprend de l'autre, c'est-à-dire que le professionnel et la personne aidée
apprennent l'un de l'autre. Il ne doit pas y avoir un expert et une personne accompagnée. Le temps passé en commun, ce n'est pas vraiment un temps de travail avec un besoin d'assistance. Il y a vraiment un véritable sens. C'est un travail partagé qui permet un développement ou le maintien de l'autonomie. La posture du professionnel doit être en effet adaptée à la vulnérabilité de la situation en question. Alors, l'habitat inclusif peut être une réponse, mais pour moi n'est pas la solution. L'habitat inclusif favorise l'autonomie de vie et a conduit les institutions aussi à repenser certains de leurs fonctionnements. Encore faut-il que la transformation des métiers puisse également intervenir pour éviter de transformer les établissements en dehors des murs dans un domicile. Donc, chacun doit réfléchir à ce qu'est l'autonomie de la personne, comprendre les choix et les efforts d'indépendance de la personne vulnérable et l'aider à construire sa vie. C'est pour ça que je voulais terminer là-dessus en disant que tout cela, donc l'autonomie de vie, impose des nouvelles formes de coopération. Les familles doivent savoir remettre en cause les modes de vie collectifs. Les professionnels ne peuvent pas imposer leurs méthodes dans l'habitat de la personne. Il faut savoir croiser les regards pour être créatif aux nouvelles situations que l'on va rencontrer de plus en plus, puisque vraiment il y a un vieillissement de la population en France. Et pour construire ensemble et coopérer, côté famille, il faut de l'affection et du respect, et côté professionnel, il faut du respect, mais aussi une qualité d'aide qui crée des occasions de concertation, voire même de partenariat. C'est aussi pour les professionnels, donc pour moi, la formation des professionnels est très importante, parce que c'est aussi pour les professionnels être capable de s'adapter aux situations et d'aider la personne à s'y adapter. L'idéal est vraiment que les professionnels, comme les aidants, s'entendent et confrontent leurs points de vue, y compris pour qu'à terme, on arrive à construire des substituts parentaux quand les parents seront trop âgés ou auront disparu. Donc en droit français, on l'a vu notamment dans plusieurs lois, notamment la loi de 2002, ce qui importe, c'est vraiment le bien-être de la personne. Ça doit être vraiment au premier chef la personne vulnérable. Mais il faut aussi que les proches n'aient pas une impression, quand il y a un professionnel qui intervient, de dépossession. Il faut vraiment que les professionnels aussi se sentent respectés dans leur savoir-faire. Donc une telle coopération ne peut inciter qu'à la personne à progresser, à renforcer son rôle d'acteur dans la cité et de confiance dans son avenir. Il faut prendre du recul par rapport au handicap et que les professionnels acceptent aussi une évolution de carrière en considérant qu'aider une personne en son domicile est enrichissant. C'est tout le problème de la qualité de travail, de relation. Il ne s'agit pas d'opposer l'établissement au domicile, ce n'est pas du tout la question, mais bien de comprendre et de valoriser la complémentarité, faire circuler les compétences et développer des nouvelles formes d'accueil, d'aide et d'accompagnement qui favoriseront à la fois l'autonomie de vie et l'inclusion des personnes vulnérables dans la société. Voilà, j'espère que j'ai respecté le timing. Je vous remercie de votre attention. C'est parfait, Stéphanie, merci beaucoup. On va passer tout de suite la parole à Marina. Alors, pareil, si Marina, vous pouviez prendre 10 minutes, mais juste, je voudrais faire un petit lien. Dagmar nous montre combien le droit allemand ne cesse de se réformer pour aller vers plus d'effectivité du droit. Et finalement, cette impossibilité du droit à nous dire ce qu'est l'autonomie. Stéphanie, vous faites ce lien, mais ce qui est hyper intéressant, c'est que vous interrogez alors la mise en œuvre directe dans des situations très concrètes, dans des contextes. Ce que je trouve remarquable aussi, c'est que vous montrez bien en fait l'interdépendance entre les textes, ceux qui les mettent en œuvre, et puis les familles et les professionnels, alors que les textes en France opposent, c'est l'un ou l'autre. Les professionnels sont très souvent à défaut de famille. Donc, je voulais juste souligner déjà cette cohérence un petit peu entre votre regard et le regard de Dagmar sur le droit allemand. Et Marina, écoutez, vous nous proposez aussi une approche avec plein de regards sur différents endroits du droit et je voudrais vraiment que vous puissiez nous montrer la logique et les limites de tout ça en tête, puisque vous aussi, vous nous montrez bien que l'effectivité de ces droits est le réel problème. Merci. Donc, deux mots sur moi-même. Je ne suis pas juriste au départ.
Mais je suis devenue il y a un an en faisant master de droit, donc Legal Magister au Centre Center of Disability Law and Policy in Lorraine. Donc je suis diplômée depuis un an et aujourd'hui je vous parle de Berlin où j'habite, je vais habiter quelques années suivantes. Si vous arrivez à parler un tout petit peu plus fort. Oui, je sais, je vais approcher mon laptop. Voilà. Merci beaucoup. Donc, comme vous avez bien expliqué, j'ai essayé décortiquer un petit peu la compréhension de ce qui est droit à l'autonomie, parce qu'il me semble qu'au début, c'était dans le titre de la conférence, c'est le droit à l'autonomie, et après c'est devenu l'autonomie. Mais c'est d'ailleurs dans l'intervention de Stéphie, ça apparaît encore très bien. Comment cette autonomie est comprise donc, dans la prise française, même si la référence est américaine, comme la capacité du choix libre, indépendant et pas influencé par les autres, quelque chose comme ça, autodétermination, autonomie. Or, je pense que ça, c'est un des signes des malentendus qui est arrivé lors des, je ne sais pas si traduction ou bien plutôt mise en forme en français de la Convention de l'ONU. Il y a beaucoup des malentendus entre la traduction française et originale en anglais, parce qu'on sait très bien que la Convention a été rédigée en anglais initialement, même si ce n'est pas considéré comme traduction vraiment, mais comme une autre version, français étant une des langues officielles de l'ONU. Et je voudrais attirer votre attention vers le fait qu'en fait, le droit à l'autonomie n'est pas défini dans la Convention, il n'est pas défini davantage dans aucun texte de la loi française. Ce qui dit article 19, c'est qu'il y a le droit de ne pas être ségrégué et de ne pas être obligé de vivre dans un lieu particulier. Il y a, comme vous savez, il y a A, B, C dans l'article 19, dont A, c'est-à-dire le choix libre et ne pas être obligé de vivre dans l'endroit des lieux particuliers. Ce point-là, selon observation générale numéro 5, donc une observation de comité, qui interprète cet article, c'est le droit d'application immédiate, donc c'est le droit qui tombe dans le domaine des droits civils et politiques. Or, tous les autres, donc B, c'est sur la gamme des supports, des aménagements disponibles qui doivent assurer cette vie en communauté et pas en société, parce que société, c'est une traduction française. Et C, c'est sur aménagement justement déjà des services et des outils existants pour les autres, donc c'est plutôt relève de non-discrimination. Mais en tout cas, c'est B et C qui plutôt tombent dans le domaine de droit socio-économique parce qu'ils sont d'application progressive. Et là, puisqu'on parle des droits civils, ce droit de ne pas vivre dans un lieu ségrégué, il est connecté directement à l'article 12, article 13, article 14 de la Convention, qui, on sait très bien, tous ensemble, c'est un grand article. En fait, il était découpé en 3, mais c'est un grand article sur l'égalité devant la loi, sur la capacité de décision, avec le management raisonnable, c'est ce qui statue article 12. Droit à l'accès à la justice, c'est-à-dire droit de contester son placement, et droit à ne pas être privé de liberté, parce que pour moi personnellement, mais pas seulement, pour beaucoup des universitaires, l'institutionnalisation, c'est la privation de liberté, et c'est la privation de liberté, c'est reconnu comme tel dans beaucoup de pays. Je pense que, je ne suis pas sûre, mais il me semble que la France est le seul pays n'est pas à reconnaître le placement dans les résidences pour les personnes handicapées ou les personnes âgées comme privation de liberté. Et c'est pour ça que je trouvais très intéressant donc faire comparaison du système français et du système britannique qui est vraiment a fait un chemin très très long depuis la jurisprudence HL contre Royaume-Uni,
qui était une jurisprudence justement sur la privation de liberté d'une personne qui n'est pas capable de consentir à cette privation de liberté, parce que comme on sait, article 5 des Conventions européennes dit que privation de liberté, c'est quand il n'y a pas de consentement libre. Et donc, en UK, en tout cas en Angleterre et au Pays de Galles, parce que en Écosse et en North Island, la législation est différente, un petit peu différente. En Angleterre et Pays de Galles, il y a eu Mental Capacity Act qui a été adopté en 2005, et une partie intégrale de ce Mental Capacity Act est Deprivation of Liberty Safeguard, donc sauvegarde des privations de liberté, qui représente une grille très détaillée, très sophistiquée même, qui permet d'évaluer la capacité mentale et la capacité de consentir de la personne. Et si cette capacité ne correspond pas à une prise de décision aussi importante qui est placement dans un établissement, là rentre en jeu le critère de best interest, donc intérêt supérieur, de la personne, qui est très, comment dire, pas prise à la légère, disons comme ça. Et j'ai pu observer ça dans les audiences des Court of Protection à Londres. Pas directement étant à Londres, mais participant à la distance, parce qu'il faut savoir que toutes les audiences de Court of Protection qui correspondent à juge de tutelle français sont publiques en Angleterre, et c'est une grande bataille. Il me semble en 2009 que c'est devenu public. Et donc, ça c'est aussi un des aspects, mais bon, auquel je ne consacrerai pas le temps, c'est ouverture de cette justice qui est souvent, justice de tutelle en France, c'est quelque chose de vraiment très caché, très obscur. La jurisprudence est très peu disponible. On ne peut pas voir qu'est-ce qui se passe derrière les portes. Ça, c'est aussi très important. Et donc, je peux observer comment best interest critère, même s'il ne correspond absolument pas aux exigences des conventions de l'ONU, comment il peut mettre la personne en lumière, de la considérer avec son contexte, avec son histoire, avec ce que personne voudrait ou pas, ce qui correspond en fait aux exigences des meilleures interprétations de ce que personne voudrait, et ça correspond à la demande, enfin, à recommandation plutôt des comités d'observation générale numéro 1. Et ce qui, dans les décisions françaises, s'érudit vraiment vers quelque chose très schématiquement. Je voudrais quand même parler un petit peu de mon expérience en tant que juriste devant le Conseil d'État. Il y a un an, donc, quand le premier confinement était décidé en France. Et puisque un de mes très proches, personne très proche à moi, qui est concerné directement par hospitalisation et enfermement, j'ai décidé que c'est un très bon moment pour aller directement devant la juridiction suprême en France pour mettre la question des privations de liberté dans les établissements médico-sociaux. Et donc, à travers et avec une association française, Clé Autiste, Comité pour l'expression libre des autistes, on a déposé cette requête que moi, j'ai rédigée avec soutien des Validity Foundation, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une fondation qui se trouve à Budapest, et qui travaille depuis longtemps justement dans la promotion des droits des personnes handicapées. Et on a déposé cette requête en demandant d'une part annulation de recommandations qui étaient publiées le 14 mars, avant même des décisions sur le confinement des populations générales en France, et qui étaient discriminatives parce que les personnes handicapées dans l'institution avaient beaucoup moins de liberté que la population générale lors du confinement. Après coup, on a su bien sûr que le confinement dans les chambres de jour et nuit était décidé par ARS et conseillé par ARS et qui a été appliqué très largement. Et d'ailleurs, les pratiques n'ont pas disparu avec le confinement. Ils sont plutôt s'enracinés dans les institutions. Et donc, mon intuition était bonne. Je pensais qu'il faut profiter de cette nouvelle recommandation qui est force de loi. Et donc, on peut le contester directement devant le Conseil d'État, ce qu'on a fait. Et en fait, réellement, on espérait qu'une chose, que la question des privations de liberté dans les institutions soit enfin discutée en France, parce que tout le temps, la France évite cette
définition. D'ailleurs, ce qui est très, très intéressant, j'ai le mention dans mon texte. 20 mars, je pense, 20 mars 2020, il a eu une publication des recommandations du Comité européen pour la privation de liberté et contre la torture, qui donc énumérait tous les lieux de privation de liberté et donnait recommandations que pendant le confinement, il faut une attention particulière, etc. etc. D'ailleurs, c'est l'organe qui est responsable de ce contrôle, c'est le contrôleur des lieux de privation de liberté en France. Et comme on le sait très bien, les établissements médico-sociaux sont exclus de la liste des lieux de privation de liberté, mais uniquement en France, parce que ce texte, si on le lit en anglais, en polonais, en italien, en russe, toutes les langues que moi je comprends très bien, il s'agit toujours des établissements médico-sociaux comme ils se nomment dans leur pays d'origine, alors qu'en français, c'est devenu foyers sociaux. Foyers sociaux, on ne sait pas ce que c'est, en fait. C'est un nom générique qui correspond à rien de particulier. Donc, je ne sais pas de quelle façon, je ne sais pas qui c'est qui faisait la traduction, mais encore une fois, la France évitait de nommer les établissements médico-sociaux comme les lieux de privation de liberté. Donc, ça, bien sûr, ça enlève le contrôle des contrôleurs des lieux de privation de liberté, ça enlève même des procédures qui sont applicables, par exemple, aux patients en soins psychiatriques, procédures juridiques. Donc, il y a un vide total autour de cette privation de liberté qui n'est pas reconnue comme telle. Malheureusement, le Conseil d'État n'a pas voulu considérer cette question-là. Il a suivi une argumentation que je trouvais extrêmement faible du ministre, en fait c'est le ministre de Santé qui était en face de nous, même si on a nommé d'abord ministre des personnes handicapées, donc Madame Cluzel, mais c'est Monsieur Véran, Olivier Véran, oui, c'est ça, qui était défendeur et qui a produit une longue défense où c'était toujours autour des vulnérabilités particulières, etc. Donc tout tournait autour des réseaux médicaux, sans jamais mentionner aucun droit civil des personnes. Et finalement, le point sur lequel le Conseil d'État a suivi M. Véran, c'était que les recommandations n'ont pas la force de loi, donc on ne peut pas les contester devant le Conseil d'État. Et c'est d'autant plus étonnant qu'un an plus tard, assez récemment, je pense en mars 2021, le Conseil d'État a produit une jurisprudence totalement contraire à sa jurisprudence qu'il a délivrée pour nous, c'est-à-dire qu'il a annulé la recommandation je pense que aussi du ministère de la Santé sur interdiction des visites à l'EHPAD, dans les EHPAD. Donc, il avait aussi recommandations, mais dans un cas, pour nous, le Conseil d'État a décidé que les recommandations n'ont pas de force de loi, et dans ce cas, il a décidé que c'est la force de loi. Mais pour moi, c'est même pas autant, enfin, Conseil d'État, je ne mettais pas beaucoup d'espoir dans le Conseil d'État. Ça, c'est encore une autre question que je peux discuter longtemps. Marina, je voulais bien conclure en quelques instants. Merci Pour moi, beaucoup. la question principale, c'est vraiment la privation de liberté et l'absence de quelconque voie des contestations juridiques de cette privation de liberté et toute la latitude laissée aux chefs d'établissement qui en usent et souvent abusent. On le sait parce que, quand même, j'ai obtenu personnellement une jurisprudence pour le proche, pour le membre de ma famille, qui n'est pas publiée, jurisprudence des cours d'appel des Lyon, qui dit qu'en effet, la personne X est privée de liberté dans la maison d'accueil spécialisée, tout en ajoutant que cette privation de liberté n'est pas arbitraire, parce que c'est dû à son handicap. Et là, on sait très bien que les membres de cours d'appel n'ont jamais lu la Convention parce qu'ils ne savent pas ni peut-être la jurisprudence européenne qui dit que privation de liberté arbitraire, c'est quand il n'y a pas de voie de recours et ce n'est pas quand c'est lié au handicap, ce qui est prohibé en fait par l'article 14 de la Convention de l'ONU. Je m'excuse si je parlais de manière un peu hachée et trop condensée, parce que peut-être certaines choses sont restées inéclairées. Vous pouvez poser des questions après. Merci. Merci beaucoup, Marina. Donc, grâce à vous, nous savons que la France est le seul pays où l'ensemble des personnes âgées sont en EHPAD avec consentement et sans aucune restriction de liberté.
je parle des reconnaissances des établissements médico-sociaux en tant que lieu de privation de liberté. Je ne parle pas... Oui, non, vous avez raison, on avait entièrement compris, il y avait une forme d'ironie en fait. Je ne vous le cache pas. Okay. Et merci beaucoup de faire ce lien très fort entre effectivement affirmation, mais derrière effectivité et voie de recours. Donc effectivement, vous avez un dialogue permanent entre l'affirmation de droit, mais après quand même une nécessité ou une absence malheureusement de régulation juridique, donc une juridicisation nécessaire visiblement de l'exercice des droits, mais relativement inopérationnelle ou inexistante dans ce que vous nous dites. Je vais vous proposer une dernière approche. Là, c'est du coup une entrée vraiment de mise en œuvre très concrète de certains aspects de la loi de 2002 et comment effectivement garantir dans une EHPAD ou essayer de promouvoir l'effectivité de ces droits-là et de la participation des personnes âgées. Jean-Philippe Cobo, donc pilier de Cap Droit depuis 7 ans, et philosophe et éthicien, si je puis dire. Oui, c'est une partie de la question. Merci Pierre. Donc effectivement, je voudrais vous proposer un angle de vue un tout petit peu différent, mais qui à mon avis est complémentaire de ce qu'on a entendu, et vous faire écho d'une petite recherche-action qui a été réalisée avec les signataires et co-signataires de l'intervention, qui sont à la fois gérontologues et présidents d'un comité d'éthique dont je vais vous parler rapidement, directeur adjoint d'une association d'EHPAD, et chercheurs en gérontologie, ainsi que moi-même, qui me qualifierait, par rapport à ce que dit Pierre, comme chercheur en éthique, et ça a une petite importance pour le fond, vous allez voir pourquoi. Et donc, dans cette petite intervention, je voudrais vous parler de 2 aspects. Un, le contexte de cette démarche, et puis quelques éléments caractéristiques ou résultats de cette démarche elle-même. Mais je voudrais faire une toute petite remarque liminaire sur la question de l'effectivité des droits. Je pense important, et dans les différentes démarches auxquelles j'ai participé, important de souligner que cette effectivité des droits, elle peut être vue, et elle est très importante. Je suis un juriste qui s'est publié comme juriste, mais c'est l'aspect juridique du terme avec les recours, etc. Mais c'est aussi la réflexive, l'outil réflexif que ça peut consister, que ça peut être, cette référence au droit, un outil social d'interaction et éventuellement un outil politique aussi. Et donc, cette petite recherche consiste en fait, elle s'ancre dans une démarche éthique qui est menée au sein d'une association d'EHPAD qui a voulu mettre en place un comité d'éthique pour traiter les situations qui étaient compliquées dans les différentes institutions, et m'ont demandé d'accompagner cette démarche, et ça rentre bien alors dans une recherche plus générale que je fais dans le cadre de mon centre d'éthique médicale à Lille, qui consiste à réfléchir sur les conditions de développement des démarches éthiques dans les établissements médico-sociaux. Et paradoxalement, cette démarche ne veut pas se limiter à une éthique dans des comités, mais justement concevoir que c'est une démarche qui peut dépasser la forme du comité un peu classique. Et donc, nous inscrivons ça dans une démarche éthique qu'on appelle contextuelle, parce qu'il s'agit d'une démarche menée essentiellement, pas un rappel à la norme, une autre forme de déontologie ou de droit, mais une démarche menée avec les acteurs sur l'identification des questions qui les intéressent, des problèmes, éventuellement des solutions qu'ils veulent apporter à cet aspect-là des choses. Et c'est en fait en raison de cet ancrage et de cette perspective que je me suis retrouvé en partie dans le projet Cap Droit d'ailleurs. Et donc, pour venir à cette petite recherche, elle s'adosse donc à la démarche globale que fait cette association d'EHPAD, et qui, au-delà du comité, a commencé à investir dans cette démarche en faisant de la formation, en faisant des séminaires, etc., mais aussi en se posant la question, à un moment donné, de savoir comment on pouvait véritablement associer les personnes elles-mêmes à cette réflexion éthique,
alors qu'il fallait constater d'abord qu'elle n'était pas présente, sauf à un moment donné dans la démarche. Il y a une personne résidente qui a été intégrée au comité d'éthique, il y en a une deuxième qui est en phase de lettre, mais l'idée c'est que il y avait une volonté de voir plus profondément ce que les personnes pensaient de ces questions et comment elles pouvaient être associées à cela, y compris pour des personnes éventuellement atteintes de troubles cognitifs. Et donc, c'est comme ça que cette recherche a été mise en place avec une méthode qui consiste à faire, qui se proposait d'eux, mais l'idée était de réfléchir chemin faisant, et c'est en cours, au fait de savoir si c'était la bonne manière de faire des groupes de personnes volontaires dans différentes EHPAD, animés en l'occurrence par 2 personnes, un psychologue clinicien et un chercheur, se réunissant pendant 1 heure à 5 reprises tous les 15 jours sur des thèmes comme liberté d'aller et venir pour les personnes, consentement à la prise de décision, enjeux éthiques du vivre ensemble, rapport à la mort, à la fin de vie et relation avec les familles. Et donc, je vous donne voilà, quelques résultats rapidement de cette démarche. Aujourd'hui, il y a 4 EHPAD et 1 accueil de jour qui ont participé. Il devrait être 7 en définitive. Des groupes de 5 à 12 personnes se sont constitués et ont fonctionné assez bien en général, peut-être un moins bien, avec en majorité des femmes effectivement en moyenne de 85 ans, 1 ou 2 hommes par groupe. Et on a vu que la discussion et la manière d'échanger ou pas était liée aussi à l'ambiance de l'institution. Autrement dit, ces espaces de parole donnaient des choses très différentes suivant les institutions dans lesquelles on avait été. Cela dit, il y a une chose très significative qui à mon sens, ressort de cela, c'est l'appréciation, l'évaluation positive de l'existence de ces lieux et de la possibilité d'échanger sur des questions de type éthique, que les personnes appellent parfois des questions sérieuses, sur lesquelles elles considèrent qu'elles n'ont pas l'occasion suffisamment de pouvoir échanger, et cela a été très généralement valorisé. Là où si vous voulez, il s'agit dans notre vocabulaire d'éthique contextuelle d'un processus d'apprentissage collectif, intervenants et participants compris, nous on a proposé de discuter des situations particulières, comme ça se fait dans ce qu'on appelle l'éthique clinique. Ça a intéressé, je dirais, les personnes, elles se sont prêtées au jeu, mais très rapidement, en fait, ce sont plutôt des problématiques qui se sont discutées et des problématiques vécues par ces personnes dans leur lieu. Par exemple, effectivement, une des choses massives, la question des sorties. Alors, on était dans une période un peu particulière, puisque brouillée par le Covid, si je puis dire. Donc, la question des sorties était d'autant plus difficile, problématique, évidemment. Mais clairement, on peut dire de manière un peu massive que cette question de pouvoir sortir, je dirais, au quotidien et pour des activités, pour se balader dans le quartier, etc., est une toute grosse question pour les personnes. Et donc, elles ont progressivement, dans les discussions, je dirais, parlé en termes de droits, affirmé leurs droits, échanger sur leurs droits. Mais cela dit, et j'en terminerai là pour laisser du temps à la discussion, on est sur une espèce de contraste entre une certaine affirmation du droit et par ailleurs, si on fait une espèce de constat général un peu rapide, une grande résignation quant à la possibilité d'exercer ces droits, même une espèce d'acceptation du fait que si on entre en institution, on est privé d'un certain nombre de droits fondamentaux, comme celui du respect de la vie privée, d'aller et venir, etc. Et donc, en fait, cette question commence à émerger comme question de travail pour les personnes qui constituent une communauté dans les institutions et par rapport à laquelle notre projet est de réfléchir aux manières de pouvoir accentuer cette démarche, tant au niveau des institutions elles-mêmes que dans les lieux ou les dispositifs qu'on mettrait en place pour accentuer ce travail. Voilà. Merci beaucoup Jean-Philippe. Et là, on voit une expérience vraiment particulière, mais qui finalement vise à mettre en effectivité des droits et un texte qui existe depuis 2002, si je ne me trompe pas. Hein, on parle de manière très basique, mais essentielle, de participation, et la participation est le début de l'autodétermination, il me semble. C'est un préalable indispensable. Et
bien, écoutez, on va dépasser déjà de 10-15 minutes l'horaire syndical indiqué sur le programme, mais je pense que c'est toujours pareil. Et je vais tout de suite proposer à l'assistance d'interroger ou de mettre en questionnement nos intervenants qui ne demandent que ça. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas Dominique Cosnier, je suis facilitateur, chercheur, chef droit, et j'aurais peut-être une question technique concernant M. Dagmar Brosé. Je n'ai peut-être pas compris ce qu'il a dit concernant, j'ai cru comprendre que la tutelle était abolie en Allemagne. Est-ce que j'ai bien compris ou pas? Dagmar? Oui, vous avez bien compris. On a aboli la tutelle comme une système qui a la conséquence que la personne n'est plus capable juridiquement. On a aboli ça depuis presque 30 ans. Maintenant, on a une mesure d'accompagnement et la personne, en général, reste capable juridiquement et aussi concernant le consentement concernant les mesures médicales. Merci. Merci beaucoup, Dagmar. Puis-je rajouter à cette question, parce que ça m'intéresse beaucoup, comme d'ailleurs Dagmar m'a dit qu'il va m'envoyer par mail les références, merci beaucoup. Quand même, je voudrais reformuler la question parce que est-ce qu'il y a dans cette mesure que vous mentionnez le droit à l'aménagement raisonnable, qui permet à des personnes avec capacité d'expression, en tout cas verbale, ou d'autres réduites ou altérées, quand même donner leur avis, ou exprimer leur choix. Je ne suis pas sûre si j'ai bien compris votre... Vous avez dit que il y a la mesure, maintenant désormais depuis 30 ans, qui permet à des personnes de rester capables et faire respecter les choix de la personne, y compris pour les traitements médicaux. Comment est-ce que le droit allemand assure la possibilité d'exprimer le choix à des personnes avec des capacités d'expression très altérées? Alors, dans le droit allemand, le système de la mesure judiciaire et la capacité sont cassés. Mais on a dans les droits généraux, on a aussi des règles concernant la capacité ou aussi la capacité de consentir. Ça veut dire, en général, c'est la question de capacité, c'est toujours une question de moment actuel. Alors, bien sûr, ça veut dire que l'instrument de l'accompagnement, qui a aussi l'instrument de représentation, est seulement c'est seulement permis d'utiliser la représentation dans le moment où la personne est incapable dans le moment. Mais avant, il faut toujours avoir une coopération, il faut toujours parler avec ces personnes et aussi si la personne n'est pas capable, il faut toujours follow the wishes and the preferences. Ok, est-ce qu'il y a, vous connaissez Mental Capacity Act UK, parce que je voudrais savoir si cette, diffusion, à quel moment représentation entre en jeu, est-ce que c'est défini assez, est-ce que c'est encadré? Qui c'est qui décide si la personne peut ou pas? Oui. C'est cadré, mais c'est une évaluation, mais ça dépend parce que les décisions sont en différents niveaux de conséquences et tout ça. Alors, c'est toujours
Évaluation par partage. Ouais, oui, Donc, c'est ça, c'est ça. c'est un peu ce qui apparaît dans Mental Capacity Act. Simplement, dans Mental Capacity Act, il y a personne désignée avec une grille d'évaluation assez stricte qui décide. Il y a donc les critères d'évaluation, ce qui est personne pour retenir l'information, ce qui est pour la réutiliser. Oui, 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 bien sûr, c'est ça, oui. Oui, oui. Merci. Merci beaucoup pour ce débat, effectivement, autour d'entrées juridiques très différentes. Hein. Est-ce que la représentation doit être par principe ou l'autonomie doit être par principe? Effectivement, nous avons un renversement. Moi, j'ai envie de vous demander un petit peu à tous. Marina, vous disiez le droit à l'autonomie n'existe nulle part. J'ai envie de vous demander, est-ce qu'il existe un droit à l'autonomie ou que fait le droit avec l'autonomie? Comment les deux dialoguent? Est-ce que ça doit être un droit où l'autonomie est juste présumée et juste un préalable? Là, je voudrais citer, comme je le fais dans mon texte, Michel Villet, que certains d'entre vous connaissent, je pense, c'est un philosophe de droit plus vivant, qui disait que le droit, pour être effectif ou pour pouvoir le plaider devant une cour, doit être définissable et doit être un droit subjectif. Droit à l'autonomie tel qu'il est conçu, parce qu'il n'est pas, encore une fois, pas encore défini dans le droit français, c'est une idée vague. C'est exactement ce que Michel Villet oppose à un droit concret, subjectif et respecté. Enfin, respecté en tout cas, challengeable, comment dire, qu'on puisse mettre en jeu devant une cour, juridiction. Et du coup, c'est un droit A. Et je me fie toujours à tous les droits A. C'est quelque chose extérieur, quelque chose qui définit quelque part. Alors que je pense qu'il faut partir du droit d'être libre, droit de ne pas être discriminé, droit d'accès à la justice. Voilà, c'est tous les droits fondamentaux qui sont définis dans l'article 12, 13, 14 de la Convention de l'ONU des droits des personnes handicapées, mais par ailleurs qui était définie dans le premier pacte international de droits civils et politiques. Et du coup, est-ce qu'il faut le définir? Je pense qu'il n'est pas très bien définissable avant autre chose. Et il faut vraiment définir et pas dans le droit public, pas dans le droit administratif français, parce que c'est là, bizarrement, qu'il se retrouve droit à aller et venir dans le code des actions familiales, actions sociales et des familles, et pas dans le droit civil. Et il faut commencer, comme je le suggère aussi dans mon texte, par la Constitution, pour dire que toutes les personnes sont égaux, y compris du point de vue de leur santé ou handicap, parce que dans la Constitution française, c'est absent. Pendant que dans les autres constitutions, notamment dans la constitution allemande, dans le fameux article 2, il y a une mention dans Grundrecht, il y a notion d'égalité des personnes handicapées. Donc voilà, pour moi, c'est la question de prendre les priorités à la racine et ensuite voir à quoi on arrive avec ça. Est-ce qu'il faut définir encore le droit à l'autonomie? Je ne sais pas. Si le droit à la liberté, à l'aménagement raisonnable, qui l'absence de l'aménagement raisonnable, qu'on se définit dans l'article 2 de la Convention de l'ONU, équivaut à la discrimination. Donc, liberté, non-discrimination et accès à la justice suffiront en soi-même s'ils ont bien mis en place, s'il y a un aménagement raisonnable pour vivre libre, s'il y a un aménagement raisonnable pour aller en justice, suffiront en eux-mêmes pour garantir l'autonomie des vies, ou ce qu'on croit que l'autonomie des vies est. Merci beaucoup. Et du coup, vous posez chacun, tous les quatre, la question de l'accessibilité, il me semble, de différentes manières. D'une part, on voit dans les différentes législations ces réformes un petit peu tous les 10 ans qui viennent rappeler la nécessité de respecter ces droits-là, rappeler l'effectivité, mais finalement, c'est ce que vous dites Stéphie, c'est ce que vous dites Marina, c'est ce que Jean-Philippe met en œuvre de manière très concrète, et c'est ce que tu dis Dagmar aussi dans le droit allemand, c'est que finalement, on doit rappeler les mêmes droits, il me semble, de décennie en décennie, et toujours poser cette question de l'effectivité.
Une autre manière que vous avez évoquée, Marina, c'est devant la justice, c'est-à-dire la juridictisation, le contentieux. C'est-à-dire comment faire respecter ces droits-là devant la justice. Et ce que je trouvais intéressant, et je ferai lien avec, je retiens cette expression de Jean-Philippe, je suis un juriste qui s'est oublié, mais j'ai l'impression que nous n'avons que des juristes qui sont oubliés, parce que nous avons des juristes qui parlent de relationnel, d'interdépendance, ce qui était très fort. J'ai noté, je ne sais plus qui a dit, un droit relationnel. Alors ça, je trouve ça génial. C'est le droit qui a été perverti par l'ensemble des sciences humaines et sociales, et c'est très sympathique. Finalement, est-ce qu'on n'est pas sauvé que le droit vienne définir l'autonomie par plein d'entrées et plein de manières différentes, et finalement ne résolve pas cette question, et que cette ambiguïté ne peut pas être salvatrice à un certain endroit? Ce que vous mentionnez sur le droit au relationnel, je n'ai pas bien retenu, c'est exactement ce qui dit l'article 19, le droit de vivre en communauté proche. Et j'insiste sur cette communauté parce que c'est devenu société en français. Or, société, c'est grand, société, c'est toute la France. Et certains universitaires français, je ne vais pas citer maintenant le nom, qui disent qu'il y a en fait la participation sociale ou civique, des personnes handicapées, c'est fait par la participation à la distribution des biens pécuniaires, en fait, par la perception des allocations, tout simplement. C'est ça qui est devenu, en fait, même pour les universitaires français, participation à la vie civique. Or, dans la version anglaise, dans la version russe et espagnole, ces trois langues, autres langues officielles de l'ONU que je maîtrise, c'est toujours soit community en anglais, soit comunidad en espagnol, ou местное сообщество, ce que veut dire la communauté proche. Et ça, c'est beaucoup plus concret. C'est vraiment le droit, comme vous dites, à la relationnel, le droit à faire les liens et pas seulement vivre dans un lieu donné parmi les gens. Et c'est ça peut-être qui aussi donne l'ouverture sur effectivité de ce droit, comme Stéphie a remarqué, très à propos à la fin. Il ne faut pas que ouverture ou désinstitutionnalisation devienne institutionnalisation hors mur, institutionnalisation à la maison. Je suis complètement d'accord, parce que, encore une fois, ce droit à la relationnelle, à l'intégration dans la communauté, à la fois, c'est très compliqué à respecter. On voit très bien que, par exemple, l'expérience suédoise, ils sont beaucoup plus avancés qu'en France sur ça. Mais ils constatent aujourd'hui que tout ce qu'ils ont obtenu pour l'instant, c'est que les gens acceptent que les personnes handicapées, gravement handicapées, vivent parmi eux. Pour l'instant, les vrais liens ne sont pas encore créés. Peut-être que ça va venir, mais c'est vrai que c'est un long travail. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je suis absolument désolé, mais l'organisation m'a fait signe qu'il fallait que je frustre Dagmar et Bernard. Et je vous présente toutes mes excuses, mais on va être obligé de passer à la suite du programme, de ne pas prendre trop de retard dès le début de la matinée. Merci à tous les quatre, merci vivement. J'espère que la salle a trouvé de quoi se nourrir et surtout des nouveaux questionnements parce que je crois qu'ils ne seront jamais achevés. Merci beaucoup et à tout à l'heure en plénière, de près ou de loin. Et n'hésitez pas à revenir sur un sujet, à une question ou un apport en plénière qui vous paraît très manqué. Merci beaucoup Stéphie, merci beaucoup Dagmar, merci beaucoup Marina et Jean-Philippe.